Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré une fois encore au plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, on est en pleine période de versement déductible sur le plan d'épargne retraite. C'est l'objet aujourd'hui de ce nouveau webinaire consacré à la fiscalité du PER et au versement déductible qu'on peut réaliser sur un PER. Et aujourd'hui, on a un habitué des lieux, un habitué de nos webinaires, puisque Ludovic Herchikovitz. Bonjour Ludovic, merci d'être avec nous. Bonjour Henri, bonjour Placement Direct et Et bonjour à merci tous. d'être avec nous. Ludovic, fondateur de retraite.com, on a l'habitude de se voir pour parler des meilleurs PER du marché, pour parler de cette enveloppe qui a plein d'atouts, plein d'avantages, plein de possibilités d'ingénierie patrimoniale autour du PER. Donc, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, je vous rappelle le principe de ce webinaire. On est ensemble pendant environ 40-45 minutes. Vous avez pu, lors de votre inscription, poser tout un tas de questions, et il y en avait beaucoup, comme à chaque fois. Donc, on en a retenu une dizaine avec Ludovic, que nous traiterons en fin de présentation. Les questions qui n'auront pas pu être traitées seront, on vous répondra par mail dans les prochains jours, de toute façon. Et puis, n'hésitez pas également à faire des commentaires lors de cette présentation, à nous donner des idées de sujets pour le prochain webinaire, à poser des questions complémentaires. Normalement, on a essayé d'être assez complet sur la présentation et d'aborder pas mal de choses. Bien sûr, il y a forcément des choses qu'on aura pu oublier, donc vous pouvez nous en parler, on reviendra vers vous sans faute. Allez, on commence Ludovic. Je crois que c'est vous qui prenez la main sur la première slide de cette présentation, Ludovic. On vous écoute. Oui, la baisse de revenus, alors ça va pas vous étonner et ça n'étonnera personne, mais effectivement, une fois en retraite, on perd entre 30 et 75% de son revenu, on va même entre 25 et 75% des revenus. Donc, le PER, c'est aujourd'hui la solution, en tout cas parmi les différentes solutions, ça fait partie des solutions à privilégier. Voilà, en sachant que selon si vous êtes fonctionnaire, salarié ou indépendant, vous n'allez pas avoir le même niveau de taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau de votre salaire entre votre dernier salaire et le montant de votre retraite. Vous allez être un peu plus privilégié si vous êtes fonctionnaire, parce que vous allez perdre en moyenne 25% de votre revenu. On parle d'à peu près 50% du revenu pour une retraite à taux plein, donc plutôt à 67 ans pour les salariés, et jusqu'à 75% de perte de revenus pour les indépendants. Donc, pour les indépendants et les salariés, un peu moins pour les fonctionnaires, la question de la retraite et de la préparation de la retraite sont vraiment des éléments déterminants. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, les retraites complémentaires dont font partie le PER sont une des solutions vraiment à privilégier pour plein de raisons, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient même mentales, puisque le fait de préparer sa retraite, c'est aussi un élément important de se dire qu'on s'y est préparé. Effectivement, alors après, deux éléments et peut-être un élément si on prépare sa retraite, on n'y a pas toujours conscience, mais sachez que être propriétaire, c'est peut-être la première des choses à préparer pour sa retraite. C'est-à-dire que même si vous avez une petite retraite, c'est ce que j'ai souvent l'occasion de dire, c'est qu'avec une petite retraite, même avec 1200, voire un peu moins, si vous êtes propriétaire, vous ne vivez pas bien, mais vous survivez. Si vous avez 1200 euros de retraite et que vous êtes locataire, là, globalement, vous n'êtes pas loin d'être à la rue, surtout si vous êtes en Île-de-France. Donc vraiment, premier élément, préparer sa retraite en étant propriétaire. L'objectif, c'est vraiment, une fois que vous arrivez à 64 ans et l'âge de votre retraite, c'est d'avoir finalisé votre crédit sur l'accession à la propriété. Et puis après, vous avez pléthore de solutions pour préparer votre retraite, l'assurance vie, le PER, la défiscalisation immobilière, le livret, etc. Le PER a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres, notamment l'assurance vie, on va y venir, c'est notamment l'avantage de défiscaliser à l'entrée, c'est-à-dire que non seulement vous défiscalisez, mais en plus vous préparez votre retraite, donc c'est un peu le double combo que vous pouvez avoir avec ce PER qui a été lancé en 2019 et qui vient remplacer l'ensemble des solutions d'épargne. Voilà, donc la loi Pacte, on venait d'en parler. Alors, effectivement, 2019, année un petit peu charnière avec Bruno Le Maire qui lance la loi Pacte qui, pour la petite histoire, devait être couplée avec la première réforme des retraites qui a mis un petit peu de temps et qui a finalement été adoptée au forceps l'année dernière. Mais voilà, la grosse différence, c'est qu'avant 2019, vous aviez pas mal de solutions d'épargne qui, globalement, ont toutes échoué. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été des grandes réussites, que ce soit le PERP, qui n'a pas été une réussite totale, que ce soit le préfonds, le Corem, et on ne parle même pas des autres solutions d'entreprise. L'objectif de Bruno Le Maire et du gouvernement, c'était de regrouper toutes ces solutions sur une seule solution qui s'appelle le PER et qui vient remplacer le PERP, le Corem, le PER, enfin Le contrat Madelin pour les le indépendants. contrat Madelin, pardon, pour les indépendants. Et on va dire pour une fois, le gouvernement, en association avec les assureurs et les acteurs du marché, ont été plutôt intelligents puisqu'ils se sont dit, voilà, tout ce qui ne marche pas, on l'enlève.
et tout ce qui marche, on va le garder. Globalement, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on a un seul dispositif. Avant, vous aviez plusieurs solutions. Aujourd'hui, vous avez un seul dispositif. Ça s'appelle le PER. Et ça marche aussi bien pour le PER individuel que sur les deux autres poches que vous allez pouvoir avoir avec votre entreprise, qui sont le PER collectif et catégoriel. Donc aujourd'hui, quand vous pensez solution retraite, c'est le PER. Vous n'avez pas un PERP, un préfonds, un Madelin, etc. Derrière, le gouvernement a su garder l'avantage fiscal à l'entrée, puisque ça faisait partie de ce qu'on appelait les carottes fiscales, c'est-à-dire que vous allez placer 1 000 € sur votre PER et en fonction de votre taux marginal d'imposition, vous allez pouvoir défiscaliser 11, 30, 41, 45%. On va y revenir. Liberté des versements. Alors ça, c'était un des éléments, je prends l'exemple du contrat Madelin, où une fois que vous mettiez le doigt, entre guillemets, dans un contrat Madelin, vous étiez obligé d'alimenter ce contrat, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de votre entreprise ou les difficultés que vous aviez. Aujourd'hui, avec le PER, vous pouvez mettre de l'argent, arrêter, suspendre, reprendre, mettre plus, mettre un peu moins. Donc vraiment une flexibilité des versements qui permet psychologiquement, ne serait-ce de se dire, j'ouvre une poche PER et puis après, en fonction de mon niveau de revenu, de mes évolutions de carrière ou de mes problèmes personnels, de divorce, d'enfants ou autres, je peux suspendre pour pouvoir attribuer une partie de mon patrimoine vers tel et revenir après sur le PER. Donc, élément psychologique et en même temps réel, très flexible. Le déblocage anticipé, donc ça, pareil, on va y venir. L'idée, c'est que le PER reste un produit tunnel. Alors, quand on parle d'un produit tunnel, c'est un produit qui ne peut se débloquer qu'à la retraite. Donc, c'était le cas de tous les cas précédemment. Sauf que là, on a quelques cas de déblocage. Alors, évidemment, on va y venir tout à l'heure et on parle notamment des problèmes de prévoyance, c'est-à-dire que j'ai un problème psychologique, physique, handicap, décès du conjoint, etc. On va pouvoir débloquer. Et puis, un autre élément dont on parlera, c'est le déblocage pour l'achat de la résidence principale qui constitue réellement un déblocage fort psychologique et dans la réalité. Souplesse, ouais. Et puis, pardon, excuse-moi Henri. Oui, une vraie souplesse, je disais la raison principale. Voilà. Et puis l'avantage de la souplesse à la sortie, puisque de la même manière, l'ensemble des produits étaient souvent capés sur une sortie, ce qu'on appelait en rente. Donc en rente, ça veut dire que vous avez 100 000 € sur le compte, mais on ne vous permet pas de sortir ces 100 000 €, mais 2 387 € pendant 23 ans. Là, vous avez le choix de dire je veux sortir et je veux récupérer mes 100 000 € ou récupérer une rente ou faire un mix des deux. Donc à la fois une souplesse à l'entrée, une souplesse pendant le contrat et une souplesse à la sortie, ce qui font que aujourd'hui, les résultats sont plus qu'encourageants puisque le nombre d'ouvertures du PER sont à peu près le double de ce qu'avait prévu le gouvernement. On était plutôt à 2-3 fois inférieur aux prévisions du gouvernement sur les autres solutions d'épargne. Donc, réelle réussite de la part du gouvernement et des Français d'avoir souscrit au PER individuel. Et également au PER d'entreprise en l'occurrence. Peut-être aujourd'hui, placement direct ou situ placement direct par rapport au marché. Alors, il se trouve que retraite.com effectue depuis 3 ans et il y a une 4e édition qui est prévue pour l'année prochaine avec le magazine Challenge, donc le premier magazine économique sur lequel on vient scruter, analyser cette année un peu plus de 93 PER du marché. Et de ces 93 PER, on en isole les meilleurs PER, puisque c'est le label des meilleurs PER. Et je félicite Placement Direct, puisque pour ces 3 premières éditions, Placement Direct est arrivé constamment avec un label. Et ça continue pour cette année. Et effectivement, l'idée, là, c'était peut-être de vous montrer la moyenne un petit peu des grandes tendances à regarder. Et donc, si vous ouvrez un PER, il y a quelques métriques qu'il faut évidemment regarder. Alors, d'une part, les frais, et puis d'autre part, les performances. Si on regarde sur les frais, pour être très transparent, Placement Direct, avec des frais très très bas, parmi les plus bas du marché, notamment les frais de versement. Donc, ces frais de versement qui viennent ponctionner, pour ceux qui le facturent, vos versements directement. Un exemple très concret, vous mettez 100 € sur un PER. Si les frais de versement sont de 2%, vous n'avez pas 100 € sur votre PER, vous avez 98 €. Donc, il faudra, si vous le placez sur un support très sécurisé à 2%, mais il faudra un peu plus de 2 ans pour récupérer ces 100 €. Là, avec Placement Direct et la majorité même des acteurs du marché, en ligne en tout cas, vous mettez 100 €, vous avez 100 € sur votre PER. Donc, c'est peut-être le premier élément à regarder si vous ouvrez un PER, c'est les frais de versement, parce qu'ils sont d'une part négociables et parce qu'en 2023, ça paraît assez incohérent de dire je mets 100 € sur mon compte et je n'ai pas 100 € qui arrivent là-dessus. Les frais de gestion, alors à la fois en UC, en unité de compte, pardon, et en euros, parmi les plus bas du marché, si ce ne sont les plus bas du marché, hein, si on prend le Placement Direct ISR, les frais de gestion en unité de compte sont les plus bas du marché avec 0,50, avec une moyenne qui est plutôt à 0,84 pour le marché et puis un horizon de 0,50 à 2 pour les 93 PER étudiés.
Et puis, pour les performances, pareil, hein, sur la performance du fonds euro, qui est un fonds 100% sécurisé avec des performances au-dessus du marché. Et puis, des performances qui étaient un peu plus difficiles sur 2022, puisqu'on parle en année précédente. Aujourd'hui, on ne peut avoir les performances que de l'année N-1. Un petit peu plus difficile sur placement direct, après des performances plus qu'exceptionnelles en 2021. Donc, je dirais que si on prend le cumul 2021-2022, le contrat PER placement direct reste très créditeur. Et puis, un nouveau contrat qui est arrivé, qui est vraiment orienté green avec ISR, le PER ISR, qui pour l'instant n'a pas encore des performances, mais devrait performer. En tout cas, les premières tendances viennent à performer sur le marché 2023. Donc tout ça pour dire que voilà, globalement, ce rendez-vous de placement direct chaque année sur les meilleurs PER est depuis 3 ans toujours présent, avec des contrats qui sont parmi les meilleurs du marché, et on est assez fiers de pouvoir faire ce séminaire avec vous et pouvoir défendre la qualité des contrats de placement direct. Merci Ludovic, on est très fiers également d'être récompensé chez placementdirect.fr pour ces contrats qui sont des contrats dédiés, des contrats exclusifs distribués par placementdirect.fr. Donc on essaye à chaque fois d'avoir les caractéristiques produits les plus efficaces possibles et les plus efficientes possibles pour nos clients. C'est toujours l'idée de ce marché internet très peu chargé en frais et très porté sur l'innovation. Donc ça colle bien à notre ADN. Alors je reprends la main Ludovic, merci beaucoup. Pour revenir sur le volet fiscal du PER, on comprend bien qu'un PER, ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est bien une déduction d'impôt. Donc en fait, chaque année, vous pouvez déduire dans une limite, vous avez un plafond d'épargne retraite, nous allons y revenir, vous pouvez effectuer un versement déductible sur votre PER et donc automatiquement, plus votre taux marginal d'imposition est important et plus ce versement déductible va être efficace. C'est-à-dire que plus ce versement déductible va apporter une réduction d'impôt. Donc, comment on la calcule? En fait, je vous ai mis juste en dessous le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous savez qu'en France, on paye un impôt sur le revenu qui est progressif. Les taux sont progressifs. Plus vous gagnez votre vie, plus vous allez avoir un taux d'imposition élevé sur la tranche la plus élevée de vos revenus. Et donc, vous voyez que ce barème monte jusqu'à 45%, au-delà de 177 106 euros par part. Et donc, on estime que le PER est réellement intéressant pour les taux marginaux d'imposition, pour le taux marginal d'imposition de 30% minimum, 41 et 45, bien sûr, a fortiori. Et donc, inversement, on prend un exemple de 10 000 euros, si votre taux marginal d'imposition est de 30%, vous procurera une économie d'impôt de 3 000 euros et de 4 100 ou 4 500 euros si vous êtes à 41 ou 45%. Donc ça, c'est le mécanisme. C'est une réduction de la base imposable. Donc, je prends un exemple, vous avez 100 000 euros de revenus imposables, vous versez 10 000 euros sur un PER, vous n'appliquerez le barème de l'impôt sur le revenu non plus sur 100 000 euros, mais sur 90 000 euros. C'est le raisonnement qu'il faut avoir. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, qu'on est revenu sur le principe d'un versement déductible sur un PER, comme on l'a dit, le PER, et Ludovic l'a très bien dit, est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, en fait, c'est réellement intéressant si la carotte fiscale est suffisamment importante à l'entrée. Donc, on estime bien sûr que les gens qui ne sont pas imposables, ou si vous avez un taux marginal d'imposition de seulement 11%, qui est la première tranche d'imposition, on estime que le PER n'est pas réellement adapté à votre situation parce que les liquidités que vous allez avoir pendant un temps très long et l'apport de l'économie d'impôt est insuffisant pour justifier d'une telle illiquidité pendant potentiellement 20 ou 30 ans. Donc, on estime dans ce cas-là qu'il faut plutôt privilégier l'assurance vie qui, ses cousins ou le grand frère du PER, qui ressemble au PER, sauf que l'épargne est disponible à tout moment sur un contrat d'assurance vie, ce qui n'est pas le cas sur le PER, hors cas de sortie anticipée, résidence principale ou accident de la vie. Alors, il y a une grande nouveauté cette année sur le PER, puisque pour savoir si on est quelque part dans la cible du PER, on devait auparavant déterminer son taux marginal d'imposition, ce qui n'était pas forcément facile, parce qu'on devait tenir compte donc de son revenu imposable, mais aussi de la composition de son foyer fiscal. Aujourd'hui et depuis cette année, sur votre avis d'imposition que vous avez reçu cet été, il est mentionné en dernière page votre taux marginal d'imposition. Donc là, vous avez une capture sur cette slide et entouré de bleu, donc c'est bien la ligne taux marginal d'imposition. Donc dans cet exemple, le taux marginal d'imposition est de 30%, donc vous êtes dans la cible PER. Si le taux marginal avait été de 41 ou 45%, vous aurez été évidemment dans la cible plus que jamais du PER. Par contre, un taux marginal à 11%, on estime que c'est plutôt l'assurance vie qu'il faut privilégier. Alors, une fois que vous connaissez votre taux marginal d'imposition, que vous vous dites que vous êtes dans la cible du PER, eh bien, vous allez vous poser la question, mais combien est-ce qu'il faut que je verse sur mon PER? Bon, alors si vous êtes à 41-45%,
vos versements déductibles seront pleinement efficaces. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est votre avis d'imposition. Là aussi, en fait, c'est le document à avoir sous le coude quand vous vous occupez de votre épargne retraite, puisque vous avez votre taux marginal d'imposition et vous avez également vos plafonds d'épargne retraite qui sont là aussi mentionnés en dernière page. Donc là, vous avez également une capture sur cette slide qui précise pour le déclarant 1 et 2, donc c'est un couple marié au pacsé, qui font une déclaration commune. Et donc, vous voyez que sur le déclarant 1, il y a un plafonnement global, c'est la dernière ligne. Parce que le plafonnement, vous avez un plafond pour l'année en cours, mais également, vous pouvez rattraper les 3 années précédentes pour des plafonds que vous n'auriez pas utilisés entièrement ou pas du tout. Donc, si on prend l'exemple du déclarant 1, il a 28 318 € de plafond global de versement sur son PER, le déclarant 2, 50 450. Donc, vous avez cette information. Bien sûr, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'effectuer un versement déductible au-delà de ce plafond, parce que là, il n'y aurait aucune efficacité fiscale. Mais donc, vous êtes dans la cible, vous êtes à 41-45%, vous pouvez regarder le plafond d'épargne retraite qui est à votre disposition, parce qu'il sera pleinement efficace. Si vous souhaitez, par exemple, dépasser pour le déclarant 1 les 28 318 € qu'il y a de préciser sur son avis d'imposition, il est possible de le faire en allant piocher sur les plafonds du conjoint qu'il ne souhaiterait pas utiliser. Dans ce cas-là, il y aura la case 6QR à cocher lors de la prochaine déclaration. La question qui est un petit peu plus subtile, c'est lorsque vous souhaitez, lorsque vous êtes dans un taux marginal d'imposition de 30%, là, vous n'avez pas forcément peut-être intérêt à verser l'intégralité de votre plafond, si vous le souhaitez, parce qu'en fait, ce qui est intéressant selon nous, c'est de n'effacer que le taux de 30%. C'est-à-dire d'effectuer un versement déductible qui vous fait passer, qui vous permet d'arriver à la frontière 30%, 11%, mais pas d'aller en dessous, parce qu'on revient au cas de tout à l'heure où un versement déductible 11% n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc en fait, là, on a essayé de vous présenter quelques exemples pour vous montrer le seuil de déclenchement, selon votre configuration familiale, le seuil de déclenchement du taux marginal d'imposition de 30% pour un célibataire avec un enfant, un couple marié avec 1, 2 ou 3 enfants. On va dire des cas assez classiques. Vous voyez qu'à droite, vous avez en euros, un niveau de revenu. C'est au-delà de ce niveau, vos revenus imposables sont imposés à 30%. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est d'effacer uniquement ce qui dépasse, selon votre configuration familiale. Donc, je vais prendre un exemple. Pour commencer assez simple, un célibataire qui estime en 2023 avoir 40 000 € de revenus, donc son taux marginal d'imposition est de 30%, c'était marqué sur son avis d'imposition. Si ses revenus sont peu ou prou équivalents cette année, il n'y a pas de raison que son taux marginal d'imposition change de toute façon. Donc, il a 40 000 € de revenus imposables, il estime avoir ça cette année. Quel est son versement optimal pour réellement n'effacer que ses revenus soumis à 30% de fiscalité et ne pas aller à un niveau inférieur parce que le versement déductible serait beaucoup moins efficace. Et bien, son versement optimal, c'est 40 000 €. Moins, il y a une petite flèche qui va sur la ligne célibataire, moins 28 798 €, qui est le seuil de déclenchement de la tranche à 30%. Et donc, si vous versez 11 202 €, vous avez un plafond qui est à 16 000 €, donc vous êtes bien inférieur au plafond, donc aucun problème. Vous effectuez un versement déductible de 11 202 € sur le PER, et bien ce versement de 11 202 € va vous procurer une économie d'impôt de 3 360 €, c'est-à-dire votre versement, 11 202 multiplié par 30%. Alors, on complexifie un petit peu le sujet maintenant avec un couple marié qui n'a pas d'enfant. Donc là, vous êtes sur la 3e ligne du tableau. Vous voyez que le seuil de déclenchement d'un taux marginal d'imposition de 30%, ce sont les revenus imposables au-delà de 57 596 €. Donc, ça veut dire que tous les revenus qui dépassent sont soumis à 30% minimum. OK. Donc là, on prend l'hypothèse que ce couple a 120 000 € de revenus imposables. Donc, tout ce qui est soumis à 30% de TMI, c'est donc le revenu imposable, l'estimation du revenu imposable 2023, 120 000, moins le seuil de déclenchement qui est de 57 596 €. Donc là, vous avez un versement optimal qui serait de 62 404 €. Maintenant, il faut regarder les plafonds. Et on voit que monsieur a un plafond de 26 000, madame a un plafond de 18 000. Donc, ça veut dire que le plafond global pour le couple, qui est bien sûr en dernière page de l'avis d'imposition, on le répète, est de 44 000 €. Donc, en fait, il ne faut pas verser 62 000, il faudrait verser au maximum 44 000 €. Et si le couple effectue 44 000 € de versement, alors soit c'est 26 000 € sur le contrat de monsieur et 18 000 sur le contrat de madame, soit c'est monsieur qui fait 26 000 plus 18 000 et qui va ponctionner quelque part le plafond de madame en cochant sa prochaine déclaration d'impôt, tout est possible. Mais si le couple effectue un versement déductible de 44 000 € en 2023, l'économie d'impôt sera donc de 13 200 €, c'est-à-dire 44 000 multiplié par 30%. Alors maintenant, on va prendre un troisième exemple, un petit peu compliqué encore, avec un couple marié qui aurait 2 enfants à charge, bien sûr. Donc là, c'est dans un cas assez classique. Vous savez que les demi-parts fiscales ne jouent plus à plat aujourd'hui. Il y a un plafonnement du quotient familial. Donc, quelque part, il faut en tenir compte pour le seuil de déclenchement de la tranche à 30%.
parce que la 3 parts, en fait, si c'était une part pleine, on aurait un seuil de déclenchement plutôt autour de 78 000 euros. Là, c'est pas le cas parce qu'il y a un plafonnement malheureusement des demi-parts. Donc, le seuil de déclenchement va débuter un petit peu plus bas. Donc, tous les revenus pour un couple marié ou pacsé avec 2 enfants à charge, tous les revenus qui dépassent 69 316 euros sont soumis à 30%. Donc, imaginons dans cet exemple que le couple pense avoir un revenu imposable, donc soumis au barème de l'impôt, de 80 000 euros en 2023. Son revenu soumis à 30%, en fait, correspond à 80 000 euros moins 69 316 euros, c'est-à-dire 10 684 euros. Monsieur a un plafond de 20 000 euros, madame a un plafond de 16 000 euros, donc bien sûr, le total des plafonds, ça fait 36 000. Il est largement au-dessus du versement optimal. On conseille chez Placement Direct de ne faire qu'un versement de 10 684, pas plus. Et dans ce cas-là, l'économie d'impôt, si le versement de 10 684 a bien lieu, l'économie d'impôt est donc de 3 205 euros, c'est-à-dire 10 684 fois 30%. Là aussi, monsieur peut effectuer les 10 000 euros sur son contrat, madame les 10 000 euros sur son contrat, aucun problème. Ils peuvent faire également 8 000, 2 000, 5 000, 5 000, chacun fait comme il l'entend. Mais là, il n'y a pas besoin d'aller piocher avec le cumul des plafonds dans le plafond du conjoint, puisque chacun des deux déclarants, qui ont leur propre plafond épargne retraite, ont suffisamment pour couvrir le versement optimal que nous vous conseillerions de faire. Voilà, donc on reprend le schéma. C'est un petit peu compliqué, mais pour bien le comprendre. Donc, le PER, c'est un versement déductible. Donc, vous allez d'abord estimer votre revenu imposable, aller voir votre avis d'imposition pour bien aller checker votre TMI, savoir si vous êtes dans une TMI de 30% minimum. Si vous êtes à 30%, il faut là plutôt calculer le versement optimal. Si vous êtes à 41 ou 45, on sait de toute façon que les tranches étant très larges, votre versement va être très très efficace. Une partie à 45, voire une partie à 41, ou une partie à 41, une partie à 30. Mais de toute façon, l'économie d'impôt sera très très importante. Donc, il n'y a pas de frein à utiliser tous ces plafonds. À 30%, il faut plutôt bien regarder ces seuils de déclenchement chez le Placement Direct. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, n'hésitez pas à nous poser la question si vous souhaitez être accompagné sur un versement optimal cette année. Donc, il faut bien déterminer votre revenu imposable de 2023 et soustraire, selon votre composition, selon la composition de votre foyer, le montant qui est présent à droite sur ce tableau pour déterminer votre revenu optimal. Alors, c'est une estimation, donc on n'est pas à l'euro près. Donc, vous pouvez bien sûr vous tromper un peu sur l'estimation, c'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez prendre une marge de 5 ou 10% sur le versement optimal, mais au moins, vous avez l'idée. Voilà. J'espère que ça a été clair. C'est pas une question, c'est pas un sujet forcément évident à traiter, mais on a aussi des questions, on y reviendra de toute façon. Justement, on passe aux questions-réponses. Ludovic, on en a eu beaucoup. Oui. Et puis peut-être pour compléter, c'est aussi l'opportunité d'être accompagné par des professionnels. Donc, ça fait partie des sujets, si vous avez le moindre doute. Je parle de Placement Direct, mais l'ensemble des acteurs sérieux du marché sont là. Et ça fait partie vraiment des éléments à regarder, à vérifier, puisque c'est malgré tout un engagement important d'ouvrir un PER, même si c'est indispensable. Mais voilà, important de regarder d'une part les frais, des frais très bas, et puis d'être accompagné par un conseiller. Après, une fois que c'est lancé, je dirais que c'est un produit qui tourne tout seul. C'est-à-dire que contrairement à d'autres contrats d'assurance, vous avez moins besoin, à part pour des arbitrages particuliers. Mais bon, on n'y est pas venu, mais il y a plusieurs types de gestion. On y viendra peut-être un peu tout à l'heure. Mais voilà, ça fait partie des éléments à être accompagné, et notamment cette partie fiscale qui n'est pas toujours évidente à faire. Et il est sans dire que les conseillers de Placement Direct sont là pour vous accompagner. Alors, question-réponse, Ludovic. Je crois que c'est vous qui débutez avec une question de Bogdan qui vous demande quelles sont les modalités de sortie du PER une fois retraité. Alors, on en a parlé un tout petit peu en introduction. Ça fait partie des éléments un petit peu de la loi Pacte et du PER par rapport aux autres anciens contrats d'épargne. C'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions. Quand vous avez la retraite et que vous souhaitez débloquer votre PER, vous avez soit ce qu'on appelle la sortie en capital. J'ai expliqué tout à l'heure cet exemple de vous avez 100 000 euros à la fin sur votre contrat. Vous pouvez récupérer ces 100 000 euros. Attention peut-être à la fiscalité, je vais y venir peut-être juste après. Vous avez la possibilité de sortir en rente. Finalement, je veux n'avoir que des rentes tous les mois. Et donc, dans ces cas-là, vous sortez totalement en rente. Et puis, il y a la possibilité de dire, je veux un petit peu de capital, un petit peu de rente. C'est assez souvent ce qui est utilisé puisque ça permet de mixer, d'avoir un capital qui va arriver et puis un récurrent. Peut-être sur cette partie mix ou sur le capital, faites attention et pareil, soyez accompagné d'un conseiller puisque vous aurez une fiscalité à la sortie et l'idée c'est de pas de récupérer ces 100 000 euros et d'être fiscalisé de manière très forte, mais peut-être de récupérer 4 fois 25 000 et du coup de pouvoir étaler et minimiser la fiscalité que vous allez avoir à la sortie. C'est peut-être les éléments à retenir, c'est la flexibilité, je sors comme je veux, capital, rente, mais attention, si je sors en capital, faire attention à la fiscalité que je vais avoir derrière. Si c'est pour récupérer cet argent et le mettre sur un livret ou une assurance vie, autant le laisser et le laisser tourner et de récupérer chaque année un petit peu au moment où vous en avez besoin pour, une fois encore, maximiser la fiscalité à la sortie.
Oui, je reviens sur le fractionnement, Ludovic, pour prendre l'exemple de nos contrats, hein. Il est possible sur le contrat placement direct, PER placement direct assuré par Swiss Life Assurance Retraite, les retraits sont possibles dès 1 500 €. Donc, vous pouvez tout à fait piloter le retrait selon vos besoins. Et sur le contrat placement direct retraite ISR, le retrait par fractionnement, comme ça, est possible dès 500 €. Donc, en fait, on peut presque piloter ça comme un rachat partiel d'un contrat d'assurance vie. C'est quasiment aussi souple, hein. D'ailleurs, pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas bien le PER, mais qui comprennent l'assurance vie, le PER est à quelque chose près, on dit cousin ou petit frère, c'est quasiment la même structure qu'un contrat d'assurance vie avec globalement à 90% les mêmes éléments de constitution, de règles, à la différence près qu'il y en a un qui est bloqué avec un avantage fiscal et l'autre qui est un peu plus souple. Donc je dirais que dans un objectif de préparation de la retraite, les deux ne sont pas incompatibles et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'avoir un PER c'est très bien, ça vous permet de défiscaliser, avoir l'assurance vie c'est très bien puisque ça vous permet de protéger vos proches et d'avoir une flexibilité. La bonne solution c'est d'avoir un petit peu des deux. Merci Ludovic. Alors, question suivante de Martine, à laquelle je vais répondre. Peut-on adhérer à un PER une fois à la retraite et est-ce encore intéressant? Alors là, il faut regarder, la loi ne prévoit absolument rien sur un âge limite, hein, quelque part pour adhérer à un PER. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Toutefois, il faut regarder contrat par contrat parce que certains assureurs limitent l'âge de versement ou l'âge d'adhésion à un PER. Sur notre contrat, par exemple, assuré par Soucef, il n'y a pas de limite d'âge. Sur le contrat placement direct retraite ISR, il y a une limite à 70 ans si vous êtes à la retraite, à 75 ans si vous êtes toujours en activité. Donc, on va dire que globalement, une fois retraité, vous avez encore la possibilité d'adhérer à un PER. Par contre, est-ce que vous avez réellement intérêt à le faire? On va y revenir. Là, c'est peut-être une passe que je ferai à Ludovic un petit peu plus tard sur une autre question, mais dans une logique, si c'est pour effectuer un versement déductible et 2 ans après sortir pour repayer la même fiscalité que ce que vous avez économisé à l'entrée 2 ans après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est plutôt peut-être dans une logique de transmission, on va y revenir, que ça peut avoir un intérêt. Voilà, Ludovic, Bah c'est d'ailleurs, pour on ça que en j'ai pas trop parlait. développé parce que je Voilà, savais bah, qu'il. écoutez, on va prolonger. Alors, effectivement, ouvrir après 70 ans, ça a un intérêt, en tout cas après la retraite, ça a un intérêt qui est très globalement plutôt sur la transmission. Un exemple peut-être, vous êtes déjà à la retraite, vous ouvrez un PER, vous mettez 10 000 € dessus, vous êtes sur une tranche d'imposition à 30%. Globalement, pour faire court, vous économisez 3 000 € d'impôt, donc vous gagnez une fiscalité à l'entrée. Par le plus grand des malheurs, 2 ans après ou 1 an après, vous décédez, sachez que la personne que vous allez mettre sur ce contrat, qui va être le bénéficiaire comme un contrat d'assurance vie de votre PER, cette personne ne va pas payer la fiscalité à la sortie. C'est-à-dire que vous gagnez à l'entrée, imaginons que vous êtes en vie, vous gagnez à l'entrée, vous payez de la fiscalité à la sortie, mais si vous décédez entre les deux, la personne qui récupère le montant du PER ne va pas payer cette fiscalité à la sortie, en tout cas cette fiscalité sur les plus-values, c'est 30% que vous payez à l'entrée, que vous gagnez en général à la sortie ou vice-versa. Donc c'est oui, un bon outil de transmission. Globalement, ça a du sens si vous avez de l'argent dont vous n'avez pas trop besoin. Et donc du coup, ça permet de protéger les proches avec un avantage à l'entrée. Mais de ne pas payer cet avantage à la sortie. Je ne sais pas si l'État en a eu conscience et s'ils changeront cet élément, parce qu'en général, ils ne laissent pas passer ce genre de trou dans la raquette. Voilà, mais ça fait partie des choses à savoir si vous avez plus de 64 ans, ce n'est pas incompatible d'ouvrir un PER. C'est la façon dont on voit, pour compléter juste Ludovic chez placementdirect.fr, le PER d'une façon générale, il faut le faire dans une logique de constitution de complément de ressources à la retraite. Toutefois, si à la retraite, vous avez la chance de ne pas en avoir besoin, ce serait dommage de piocher dedans et de se forcer à piocher dedans. Autant laisser courir l'argent placé qui a été défiscalisé à l'entrée et de l'utiliser comme outil de transmission et de pourquoi pas plutôt piocher dans d'autres produits d'épargne que vous pouvez avoir par ailleurs pour compléter vos revenus, si besoin est. Parce que, et notamment si vous mettez, ce qui est souvent le cas, le conjoint bénéficiaire, le conjoint survivant, le conjoint depuis la loi TEPA de 2007 est exonéré, il est même sur le PER exonéré de prélèvements sociaux sur les gains. Donc au final, ce serait zéro fiscalité et réduction d'impôt à l'entrée de 30, 41 ou 45% si vous avez respecté ce que l'on pense être la bonne solution, c'est d'avoir être dans la cible et d'avoir un tamis d'au moins 30%. Donc en termes de transmission, le PER, c'est vrai que dans une configuration notamment mettant le conjoint survivant bénéficiaire du contrat, c'est assez remarquable. Alors, en sachant peut-être, pour compléter, on sort un petit peu du cadre, mais sachez que sur un PER, vous avez une flexibilité très forte aujourd'hui, des supports sur lesquels vous allez pouvoir investir. C'est-à-dire que comme un contrat d'assurance vie, vous pouvez décider d'investir sur un fonds 100% euro sécurisé, de mettre des unités de compte, donc, voilà, de mettre des ETF, de mettre de l'immobilier, de l'immobilier via des produits immobiliers type SCPI. Donc aujourd'hui, vous avez la même flexibilité d'un contrat d'assurance vie
à peu près son jumeau sur le PER. Donc, dans une logique d'épargne après 64 ans, une fois encore, si vous n'êtes pas dépendant et si vous avez la chance d'avoir une retraite confortable et que ça soit un investissement, bah, c'est pas idiot. Merci Ludovic. Je t'en prie. Alors Philippe, qui justement, donc j'ai un PMI de 11%, le PER est-il fait pour moi? Bah, c'est bien ce qu'on disait, 11%, on n'oublie pas le PER, comme le disait Ludovic, c'est un produit que l'on dit tunnel, donc l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. 11% de taux marginal d'imposition, ça veut dire que vous allez économiser, en fait, avoir une réduction d'impôt qui correspondra à 11% de vos versements. On estime que c'est pas suffisant pour justifier d'une indisponibilité des fonds pendant très très longtemps. Parce que si vous avez un TMI de 11%, ça veut dire que vos revenus ne sont pas très très élevés et donc malgré tout, à moins d'avoir une grosse épargne de précaution par ailleurs, mais sinon vous avez peut-être une épargne de précaution ou une épargne disponible qui est pas très importante et donc à notre sens, il est préférable dans le schéma global d'avoir plutôt un produit d'épargne, un livret, un compte à terme, un contrat d'assurance vie qui reste disponible si on en a besoin assez facilement. Alors, en sachant qu'une fois encore, peut-être l'avantage, mais qu'il n'y en ait pas forcément un là, mais c'est une fois encore la retraite, ça se prépare très longtemps à l'avance et plus vous préparez tôt et mieux c'est. Il vaut mieux mettre des petites sommes à 20 ans que mettre des grosses sommes à 55 ans. Donc je dirais que le fait d'avoir un produit tunnel s'adapte un petit peu moins. Pour donner un petit bémol à ce que peut dire Henri, je dirais que le seul intérêt si vous aurez un PER et que vous êtes sur un TMI à 11%, c'est vous forcer à épargner. Et dans la mesure où le PER permet d'avoir une grande flexibilité des versements, bon, vous pouvez suspendre, remettre, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est rentrer dans une épargne forcée. J'aime pas le terme forcé, mais c'est malgré tout la réalité. Mais voilà, avec des petites sommes, ça peut avoir du sens. Après, il est évident que d'autres produits peuvent faire l'affaire aussi bien avec une flexibilité plus forte de l'épargne. Une disponibilité plus forte de l'épargne aussi, surtout. Alors Clément, puis-je utiliser les plafonds d'épargne retraite de mon épouse? Alors oui, bah on l'a vu tout à l'heure, ça a du sens. Alors on préconise plutôt d'utiliser d'abord vos propres plafonds avant d'utiliser ceux de votre épouse. Si vous avez encore, on va dire, de la marge pour continuer à défiscaliser tout en restant dans la bonne notion, ça peut avoir du sens avec peut-être un bémol, c'est bien remplir la case 6QR l'année suivante pour prévenir l'administration fiscale de la ponction sur de la mutualisation des plafonds. Ouais. Voilà, la mutualisation des plafonds. Merci, Henri. Le terme, on l'oublie souvent, celui-ci. Merci Ludovic. Alors Sylvain, est-ce possible pour un parent d'utiliser le plafond d'épargne retraite de son enfant mineur? Alors là, en effet, c'est possible, mais c'est possible pour encore quelques jours, puisqu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que le projet de loi de finances prévoit d'interdire l'adhésion PER aux mineurs, ainsi que les versements déductibles. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les membres du foyer fiscal ont chacun leur plafond d'épargne retraite. Monsieur, madame, les enfants encore rattachés au foyer fiscal, il n'est pas forcément visible sur l'avis d'imposition d'ailleurs, le plafond d'enfants, mais ils ont chacun leur propre plafond. Ils ont même un rattrapage, les enfants mineurs, un rattrapage des 3 dernières années. Donc ça fait pour vous un petit peu plus de 16 000 euros, parce que vous savez qu'au minimum, votre plafond d'épargne retraite correspond à 10% du PAS. Ça, on ne l'a pas abordé, mais vous avez au moins chaque année, minimum 4 000 euros, un petit peu plus, de plafond d'épargne retraite. Donc, comme on peut rattraper les 3 dernières années si vous n'avez jamais effectué de versement déductible, vous pouvez avoir peu ou prou un petit peu plus de 16 000 euros de plafond d'épargne retraite, y compris si vous n'avez pas de revenus. Bon, donc un enfant mineur, c'est le cas généralement. Donc, il peut avoir son plafond. Donc, dans le cadre d'un parent qui souhaiterait, parce qu'il a par exemple utilisé pleinement tous ses plafonds, qui souhaiterait ouvrir au nom de l'enfant mineur un PER en effectuant un versement déductible sur ce PER, ce versement déductible viendrait en déduction du revenu global du foyer, donc de ses propres revenus. Donc ça aurait un impact fiscal pour lui. Et la vertu pour le parent, c'est de se dire, justement, le PER, là, cette contrainte devient presque un avantage pour un parent, puisque cette contrainte d'indisponibilité des fonds jusqu'à la retraite est plutôt assez bien vécue par les parents qui n'ont pas le risque de voir l'enfant arriver à ses 18 ans, dilapider le capital en faisant un tour du monde avec sa copine ou en achetant un petit cabriolet sympa. Voilà, donc ça ne peut pas arriver quelque part. Donc ça permet d'encadrer, sans disposition particulière, l'épargne que l'on souhaite transmettre, donner à un enfant. Donc ça, c'est plutôt bien. Généralement, en fait, il l'utilisera pour un projet sérieux, c'est sortir pour la résidence principale. C'est plutôt ça qui sera utilisé. Ou la retraite, mais alors là, on est sur un horizon très long. Donc c'est plutôt pour la résidence principale que c'est utilisé. Donc ça ne marchera plus à partir du 1er janvier prochain. Donc c'est vrai que si vous avez envie d'effectuer cette opération cette année, il est encore possible de le faire.
on va dire une quinzaine de jours, parce qu'après, ça va être un petit peu trop juste pour les assureurs. Donc, vous pouvez encore le faire pendant une quinzaine de jours. Certains contrats, là aussi, ne le permettent pas. Notre contrat placement direct retraite ISR ne le permet pas. Le contrat PER placement direct permet l'adhésion à un enfant mineur. Donc, vous pouvez faire cette opération cette année, mais après, ce sera terminé. Donc, le contrat restera quelque part inutilisable. On pourra faire des opérations dessus, mais on ne pourra pas l'alimenter jusqu'à la majorité de l'enfant. Peut-être en complément, donc ce PER pour enfants va être remplacé, et ça fait partie justement peut-être des trous dans la raquette que le gouvernement n'avait pas vu venir, avec effectivement cet avantage de pouvoir mettre de l'argent sur le compte de son enfant en étant certain qu'il soit utilisé à bon escient, notamment l'achat d'une résidence principale. Après, ce PER va être remplacé par Bercy, par ce qu'ils vont appeler le plan épargne avenir climat, qui va reprendre peu ou prou les mêmes éléments, mais la loi n'étant pas encore totalement validée de partout, ça reste encore un petit peu opaque. Mais une solution devrait arriver à partir de l'année prochaine pour combler partiellement ou totalement cette solution, puisque je pense que l'ensemble des acteurs et des parents sont contents de pouvoir proposer une solution rassurante pour placer effectivement de l'argent pour son enfant avec la possibilité de sortie de la résidence principale. On va y venir un petit peu après. Question suivante, Ludovic. Combien d'années avant la retraite faut-il débuter ses versements sur un PER? Le plus tôt possible. Il n'y a pas de. Là, pour le coup, la question et la réponse est unanime, hein, mais ça marche aussi bien pour le PERP, le COREB, le Madelin que pour le PER. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, il vaut mieux commencer très tôt, même avec des petits versements, mettre 20 euros, 50 euros par mois, 100 euros si on le peut, quand on a 20 ans, plutôt que d'attendre 55 ans et te dire je vais mettre 500 ou 600 euros par mois. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est d'autant plus vrai pour le PER, puisque plus vous commencez tôt et plus vous allez pouvoir jouer de ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire que les bénéfices eux-mêmes vont générer des bénéfices et des petits, et donc assez rapidement, vous allez pouvoir d'une part vous constituer une épargne, et puis être dans un process où vous avez une poche prévue pour votre retraite. Donc c'est aussi l'avantage du PER, c'est que ça soit d'un point de vue individuel avec le PER individuel, le PER collectif ou le PER catégoriel que vous pourrez peut-être avoir dans votre entreprise, vous préparez votre retraite et vous avez une poche dédiée à ça, avec des possibilités de sortie, soit en cas de soucis personnels forts, soit en cas d'achat de la résidence principale. Et si, juste pour compléter là aussi, Ludovic, c'est vrai que sur la mise en place de versements programmés, même sur de petits montants, il y a une autre vertu qui est lorsque vous souhaitez investir en partie, notamment sur les marchés financiers, d'investir régulièrement, ça permet de lisser votre point d'entrée. Vous allez tous les mois, par exemple, tous les trimestres, effectuer un versement sur quelques supports de votre sélection ou sur une allocation déléguée. Et quelque part, vous allez investir, quelle que soit la configuration de marché, que les marchés soient chers ou pas chers. Et quand ils seront pas chers, vous serez un des rares à investir lorsqu'ils sont pas chers, parce que généralement, il n'y a plus personne qui investit. Et c'est comme ça qu'on crée de la performance à long terme. Et donc, de multiplier ces points d'entrée, ça vous crée un prix de revient moyen qui est souvent très intéressant et c'est souvent un vecteur de très bonne performance à long terme d'effectuer cet effort d'épargne régulier. Oui, puis alors peut-être très rapidement, mais sur le PER, vous allez avoir plusieurs types de gestion. Vous allez avoir la gestion libre, vous gérez comme vous voulez, puis ce qu'on appelle par défaut la gestion horizon. Donc c'est quoi la gestion horizon? C'est le gouvernement qui a imposé ça. C'est plus vous êtes loin de la retraite et plus l'assureur va placer votre argent sur des supports dits risqués. On sait que sur le long terme, l'horizon, vous avez des cycles de 10 ans globalement. Hein. Donc globalement, même si à 20 ans, vous avez une chute de votre contrat comme on a pu avoir sur 2022, sur un horizon long terme, pour être très concret, hein, toute la perte de 2022 était, tout l'avantage de 2021 était perdu par 2022, voire un petit peu moins. Et puis en 2023, on repart. Donc sur un cycle à long terme, les marchés financiers restent la meilleure des solutions. Et ça marche, ça a marché depuis les années 30, hein, de toutes les crises. Sur le long terme des cycles de 10 ans, les marchés financiers marchent toujours. Donc plus vous investissez tôt et plus vous avez intérêt à prendre des risques. Et puis plus vous vous rapprochez de la retraite, c'est ce qu'on appelle la gestion horizon, plus vous vous rapprochez de la retraite, à moins de 5 ans de la retraite, 2 ans de la retraite, et plus l'assureur va sécuriser votre épargne pour la mettre sur des produits de moins en moins risqués, voire des produits totalement sécurisés. Donc le PER a cette vertu aussi, même si vous ne connaissez pas grand-chose au marché financier, d'avoir cette gestion qui va être automatiquement réallouée en fonction de votre horizon de retraite. Merci Ludovic. Alors Alain, est-il possible de transférer un PER vers un autre PER? Donc là, la réponse est oui. Alors c'était déjà le cas sur les anciens dispositifs, hein, les PERP, Madelin, Préfonds, etc. Il était possible de les transférer entre eux. Il est bien sûr possible de transférer un ancien dispositif vers le PER et il est également possible de transférer un PER vers un PER. À noter toutefois, en termes de frais, les frais sont encadrés par la réglementation. Sur un ancien dispositif d'épargne retraite, ils étaient plafonnés les 10 premières années à 5%. Et obligatoirement nul si votre ancien dispositif, votre PERP, votre Madelin, avait plus de 10 ans, ils étaient forcément gratuits. De PER à PER, les frais sont plafonnés pendant 5 ans à 1% uniquement et au-delà de 5 ans, ils sont gratuits.
Je précise toutefois sur le PER placement direct retraite ISR, notre dernier né, les frais de transfert, y compris avant 5 ans, sont nuls. Comme on est assez confiant sur le fait que le contrat soit quand même de très bonne facture et qu'on a peu de chance, selon nous, et on l'espère pas bien sûr, de perdre des clients vers un autre PER, on a mis des frais de transfert à 0%, y compris les 5 premières années. Donc quelque part, c'est une vraie liberté. Votre PER ne vous plaît pas, vous le transférez vers un autre assureur, vers un autre distributeur ou adossé à un autre assureur. Et les frais de transfert sont gratuits. La démarche prend entre 3 et 4 mois généralement. Allez, une question de Pierre Ludovic. Quels sont les cas de sortie anticipée d'un PER et quelle en est la fiscalité surtout? Parce que les cas de sortie anticipée, on en a un peu parlé, mais c'est peut-être aussi sur la notion fiscale. Alors, on va peut-être malgré tout lister. Vous avez 6 cas de sortie anticipée qui sont globalement des vrais problèmes de vie, c'est-à-dire que fin de droit au chômage, petit 1, une invalidité, le décès d'un conjoint ou d'un partenaire de PACS, le surendettement, la cessation d'une activité suite à une liquidation judiciaire. Donc voilà, ça c'est les cas un peu d'accident de la vie, entre guillemets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et puis vous avez celui qui est un petit peu en dehors et qui a un gros avantage, c'est l'acquisition de la résidence principale. Côté fiscalité, Henri, je te laisse peut-être. Oui, fiscalité, en fait, faut isoler. Donc là aussi, achat de la résidence principale qui est plutôt un souhait qu'une contrainte, quelque part. L'achat de la résidence principale, c'est traité fiscalement comme une sortie en capital. Donc les versements que vous avez déduits sont fiscalisés dans vos revenus et les gains sont soumis à la flat tax de 30%. Donc quelque part, il faut le prendre, c'est une réelle souplesse, la résidence principale, mais c'est pas non plus une stratégie patrimoniale. Il faut faire attention parce que comme le disait Ludovic tout à l'heure sur une sortie en capital, si vous sortez un gros montant d'un coup, ce qui peut être le cas pour l'achat de la résidence principale, si vous avez joué le jeu du PER pendant longtemps, vous risquez de sortir peut-être 50, 100 000 euros d'un coup et de passer sur un taux marginal d'imposition supérieur à ce qu'il était lorsque vous avez effectué des versements déductibles. Donc là, attention, achat de la résidence principale, c'est une souplesse, mais il faut bien regarder l'impact fiscal d'un retrait de votre PER si vous avez un montant significatif qui viendrait peut-être majorer significativement votre impôt sur le revenu. Donc c'est au cas par cas, c'est une souplesse plus qu'une stratégie patrimoniale malgré tout pour celui qui a effectué des versements déductibles. L'enfant mineur, généralement, c'était un petit peu différent puisque les parents étant très fortement fiscalisés peuvent penser que le mineur, au moment où il achète sa résidence principale, sera moins fiscalisé parce qu'en début de vie active, normalement, on est moins fiscalisé peut-être qu'à 45-50 ans, on est en pleine possession de ses moyens et qu'on gagne peut-être le mieux sa vie. Voilà. Et puis en sachant que l'enfant qui récupère l'argent, il ne l'a pas versé. Donc il ne l'a pas versé, c'est les parents généralement qui ont fait une donation ou un présent d'usage. Voilà, donc quelque part, même s'il récupère 70% de ce qu'il n'a pas payé, c'est bien. On est d'accord. On est d'accord. Donc ça, c'est raison principale. Et juste sur les cas de force majeure, les accidents de la vie, il y a une exonération à l'impôt sur le revenu. Il y a uniquement les prélèvements sociaux sur les gains, donc 10 et 2 sur les gains. Voilà. Pour ce qui est de la fiscalité. Est-ce que c'était... Non, c'est pas encore la dernière question. C'est peut-être celle-ci, la dernière question. Une question de Franck. Là aussi, une question fiscale sur la fiscalité du PER en cas de décès après 70 ans. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, en cas de décès, Ludovic l'a très bien expliqué, c'est une très bonne logique de transmission, un très bon outil de transmission, puisque l'avantage fiscal du versement déductible n'est pas rendu en cas de décès, alors qu'il est rendu en cas de sortie en capital ou en rente viagère. Voilà. Par contre, il y a une grosse différence en termes de traitement fiscal avec l'assurance vie, puisque l'assurance vie, l'âge pivot de 70 ans, c'est l'âge au moment des versements sur le contrat. Sur le PER, cet âge pivot de 70 ans, c'est pas l'âge au moment des versements, c'est l'âge au moment du décès. Donc, décès avant 70 ans, c'est un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, comme en assurance vie pour des versements qui ont lieu avant 70 ans, mais là sur le PER, c'est pour un décès avant 70 ans. Et décès après 70 ans, c'est un abattement global partagé entre tous les bénéficiaires taxés, donc hors conjoint. C'est un abattement de 30 500 euros global et les gains ne sont pas exonérés. Alors qu'en assurance vie, pour des versements après 70 ans, il y a abattement global de 30 500 euros et les gains générés par les versements après 70 ans sont exonérés. Voilà, donc c'est un petit peu différent. L'âge pivot reste à 70 ans, mais c'est l'âge, ce qu'il faut retenir, c'est l'âge au moment du décès et non pas l'âge au moment des versements qui va jouer. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose. On va dire qu'en assurance vie, on a tendance à dire précipitez-vous avant 70 ans pour effectuer un versement. Là, c'est pas la peine de vous précipiter de décéder avant 70 ans pour que les bénéficiaires aient une fiscalité plus avantageuse. C'est pas un fonctionnement équivalent en tout cas. Voilà, c'était la dernière question, Ludovic. Peut-être un complément, Ludovic, là-dessus, non? C'est ce que... Non, pas de complément particulier, non. Bon. C'était parfaitement bien expliqué et limpide. Merci Henri, non. Bon. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, c'était le mot de la fin, Ludovic. On a terminé cette présentation sur le versement déductible et la fiscalité du PER. On espère que ça vous a plu. Ludovic, merci beaucoup de votre merci pour l'invitation.
une fois de plus, comme chaque année, Ludovic, c'est un habitué maintenant du rendez-vous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires hein, si vous souhaitez sur cette présentation, à écrire d'autres questions, d'autres éléments que vous souhaiteriez voir abordés, d'autres idées de webinaires que vous souhaiteriez que l'on aborde également chez placementdirect.fr. Et puis, n'hésitez pas également à retrouver cette présentation en replay dans les prochains jours. Et puis, à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Et puis à l'année prochaine, alors certainement. Voilà, sachant qu'il vous reste encore, allez, on va dire, une vingtaine de jours. Une quinzaine, 15-20 jours pour je rebondis peut-être vers placement direct, mais effectivement, la dernière fenêtre de tir, je pense que passer le 22, 23, ça va être compliqué puisque je crois que tous les assureurs ne sont pas en mesure de finaliser les signatures, etc. Parce que, après Noël, ça devient compliqué, effectivement. Voilà, donc écoutez, si vous avez une fenêtre de tir et que vous payez de l'impôt, réfléchissez en tout cas, ça reste une des solutions intéressantes à regarder, cette solution du PER. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci à Placement Direct, Henri et toute l'équipe. Merci Ludovic, à très bientôt. Et puis, j'ai envie de dire à l'année prochaine, hein, ça devient récurrent. Exactement. Tant que vous avez des labels, et je pense que vous en aurez encore quelques années, Merci. j'espère qu'on continuera à faire cet événement. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.